Ce mardi est une nouvelle journée décisive dans le mouvement de colère des agriculteurs. Seront-ils satisfaits par les annonces supplémentaires que va faire le Premier ministre cet après-midi? En attendant, ils maintiennent la pression avec toute une série d'opérations très ciblées. On fait le point avec Julien Crescent et nos équipes en région. Les pompiers contraints d'intervenir devant ce supermarché à Nîmes. Le feu vient d'être allumé par ces agriculteurs pour bloquer l'entrée. Ils n'ont pas choisi leur cible au hasard. Pour sensibiliser les personnes par rapport aux marges de la grande distribution sur le dos des agriculteurs, sur l'ensemble des produits. Encadré par les forces de l'ordre, ce blocage divise clients et commerçants. Ils ont raison, de toute façon il faut mettre le point sur la situation. Moi, je suis dans la galerie marchande, je travaille en alternance et je suis là pour apprendre. Et du coup, comme ils bloquent les accès, on ne va pas avoir de clients. 600 km plus au nord, à Illoux, dans Haute-Marne. Ces producteurs de lait bloquent l'entrée de l'usine d'un géant du marché laitier. Aucun camion ne peut rentrer, ni sortir du bâtiment. On essaie de filtrer aussi le personnel pour justement freiner la production de l'usine. À Blagnac, en Haute-Garonne, difficile, voire impossible d'accéder à l'aéroport en voiture. Ces agriculteurs bloquent l'accès aux terminaux. Il faut donc marcher ou courir pour ne pas rater son avion. Je suis venu à pied depuis l'autoroute, à peu près 1 kilomètre en marchant. Un peu plus tôt ce matin, un autre barrage. Mais cette fois-ci, des forces de l'ordre. Partis hier d'Agen, ces tracteurs pensaient poursuivre leur route sans encombre jusqu'en région parisienne. Mais vers 6 heures à hauteur de Limoges sur l'autoroute... Apparemment, ils veulent empêcher de monter. Les lumières bleues des blindés de la gendarmerie. Venus stopper la progression du convoi. Les agriculteurs tentent de négocier le passage. En vain, alors qu'un petit groupe force les barrières de sécurité afin de sortir de l'autoroute. Les autres font demi-tour pour rejoindre cette nationale. On va y aller, de toute façon, au bout d'un moment, par la droite ou par la gauche, on va y arriver. On ne veut pas affronter les CRS, mais on verra ce qui se passera. Ils sont censés rejoindre la région parisienne d'ici demain. Aux abords de la capitale, justement, c'est l'embouteillage ce matin. 8 axes autoroutiers sont toujours bloqués. 7 km d'ici, il y a 1h30. Mais c'est pas très grave. Voilà. Vous comprenez la mobilisation des agriculteurs ? Je comprends. C'est une cause méritante. Ils ont raison. Ça ne mène à rien, ça. Ça ne mène à rien, monsieur. Vous n'êtes pas d'accord avec les agriculteurs ? Je ne suis pas d'accord. Le marché de Rungis, sous menace de converger demain de nombreux agriculteurs, reste lui ce midi sous haute surveillance. Et sur ce point précisément, sachez que ce matin, le patron de la FNSEA a redit que selon lui, un coup de force à Rungis n'est pas une bonne idée. Il se démarque de la coordination rurale qui, elle, appelle à ce blocage. Des dissensions donc sur les actions à mener. Et qu'en est-il sur les mesures attendues vers 15h cet après-midi, lesquelles feront que les barrages seront levés? Ce qui est compliqué, c'est que les attentes sont nombreuses et différentes d'un éleveur à un céréalier ou à un maraîcher. Léonard Attal et nos équipes sur le terrain. Sur tous les barrages ce matin, le même message. Les annonces du gouvernement de la semaine dernière ne sont pas suffisantes. Il n'a pas répondu à l'ensemble des filières, il n'a pas répondu à l'ensemble des attentes du monde agricole. Maraîchers, céréaliers, éleveurs, tous attendent une réponse spécifique, mais se rejoignent sur une urgence: pouvoir vivre de leur travail. Je vais être futur agriculteur et donc pour s'installer, ça va être compliqué. Donc j'aimerais que ça soit plus simple pour le futur. J'ai besoin aussi d'avoir une assise financière qui soit convenable, pas travailler au jour le jour et de se dire qu'à la fin du mois, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Sur les routes, chacun a sa priorité. Anthony, qui produit des fruits dans le Rhône, a besoin pour ses récoltes de certains produits phytosanitaires. On a pas mal de produits qui vont être supprimés et ça va être compliqué pour nous de produire dans le futur. On attend des réponses. D'autant que les mêmes produits sont parfois utilisés chez nos voisins européens. Cette concurrence, jugée déloyale, les agriculteurs la déplorent tous.
Je produis sur mon exploitation des salades, des tomates, des fraises. Et quand je vois dans la grande distribution des produits qui viennent de l'étranger avec pas les mêmes normes sanitaires qu'on a en France et pas de traçabilité forcément, je suis inquiet. En fait, on a des produits qui sont donc traités par exemple néonicotinoïdes en betterave, donc des insecticides qui sont utilisés en Allemagne, alors que nous en France on n'a pas le droit de les utiliser. Le Premier ministre a annoncé la semaine dernière l'assouplissement de plusieurs réglementations. Pour beaucoup, il faut aller encore plus loin. Je peux en citer les 4% de jachère qui sont une aberration. Éviter les superpositions de mesures qui mettent en difficulté l'agriculture en général. La FNSEA a listé 120 demandes au gouvernement avec un avertissement. Sans une réponse complète, les blocages pourraient se poursuivre au moins plusieurs jours. Il faut se tenir la semaine, même s'il faut la semaine prochaine, on tiendra le temps qu'il faudra. On mettra tout en place pour tenir. La poursuite de la mobilisation dépend en grande partie des annonces attendues cet après-midi à l'Assemblée nationale et des discussions prévues jeudi à Bruxelles, en présence d'Emmanuel Macron. Et justement, parmi les raisons de la colère, il y a la concurrence déloyale des produits étrangers. Prenons le poulet, par exemple. Nous en mangeons de plus en plus. 50% est importé contre 20% il y a 20 ans. Pourquoi ? Comment l'expliquer et y faites-vous attention quand vous faites vos courses? En Ille-et-Vilaine, Kevin Guignou, Morgane Briance et Kylian Moreau. Il n'a jamais été aussi présent dans notre assiette. Nous mangeons plus de 22 kilos de poulet par an, mais la moitié provient de l'étranger. Alors regardez-vous d'où vient votre volaille avant de l'acheter. Vous êtes partagé. Je vais chercher la viande la moins chère, on va dire le prix au kilo le moins cher, sans regarder forcément la provenance, quoi. C'est complètement débile. On a ce qu'il faut ici pour au moins manger local. À un moment, il faut arrêter de manger n'importe quoi. Nous avons vérifié dans un supermarché où l'origine locale de la viande est mise en avant. Tous les poulets entiers sont bien français, mais lorsqu'il est découpé, il faut y regarder à deux fois. Celui-ci vient d'Allemagne et il y a plus surprenant encore, avec les produits transformés. Le poulet de cette pizza provient de 7 pays différents et dans ce sandwich, il est roumain ou même brésilien. Moi, j'achète jamais ces choses-là. Je les fais. J'achète pas de parmentier tout fait non plus. Je fais ma cuisine. Ma maman m'a appris à cuisiner, donc je fais comme ça. Des habitudes que beaucoup de Français ont perdues aux grandes dames de Sophie. Elle est éleveuse depuis 25 ans et en un an, la vente des filets de poulet de sa marque a baissé de 20%. Et nous, on sait au moins ce qu'on fait. On sait que c'est du bon produit, qu'il y a des poulets qui vont dehors, qui sont bien élevés. En achetant des produits de base, au moins, on sait d'où ça vient. La traçabilité est beaucoup plus visible. Il faut arrêter d'aller voir ailleurs alors qu'on a ce qu'il faut en France. Si les volailles étrangères sont aussi présentes sur le marché, c'est parce que le poulet français n'est pas toujours compétitif. Au moins 2 fois plus cher que du poulet hors Europe, et ce, pour plusieurs raisons. On a d'abord une taille d'élevage qui est plus petite qu'ailleurs. Les normes que l'on s'est imposées et qui ont nécessité des investissements sont plus importantes. On met des perchoirs dans nos poulaillers, on investit dans la bonne ventilation. On se fait concurrencer par des produits qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on fait en France. En Ukraine, par exemple, une exploitation élève 1 à 2 millions de poulets, quand une ferme française en élève 40 000 en moyenne. Et preuve que le malaise est profond pour la profession. Près d'un agriculteur sur 5 vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Pour s'en sortir, certains n'ont pas d'autre choix que d'exercer un autre métier. En plus de leur activité à la ferme, déjà très physique, l'un d'entre eux a accepté de nous montrer sa double journée. Nous partons en Haute-Vienne avec Carlo Paredes et Emmanuel Sarr. Tous les matins à 8 h, François échange son tracteur d'agriculteur contre celui de cette petite commune. Cantonnier depuis 3 ans, il réalise les travaux d'entretien et de réparation. Un travail à mi-temps qui représente près de la moitié de ses revenus et lui permet tout juste de s'en sortir. Sur mon exploitation, je gagne à peu près 800 € net et à la commune, je gagne à peu près 600 € net. Donc ça fait 1400 € net par mois. Quand on a besoin d'aller faire un prêt bancaire, c'est moins facile quand on a 800 €, quand on a 1400. Une double activité et des journées à rallonge de 12 heures, de quoi surprendre cette habitante d'une commune voisine. C'est pas normal. Il devrait gagner sa vie avec ce qu'il produit. Malheureusement, on a beaucoup trop de personnes qui mangent sur l'agriculteur.
Son travail de cantonnier terminé, François commence son deuxième métier, celui d'éleveur. Avec son père, il s'occupe de 80 vaches et d'une quarantaine de veaux destinés chaque année à l'engraissement. 2 exploitations d'une superficie totale de 140 hectares, mais la même incertitude de pouvoir gagner correctement sa vie. En 1 an et demi, l'achat d'un tracteur, ça a pris 15-20%. Si d'un coup on a une hausse des charges sur notre exploitation qui n'était pas prévue, ça altère directement le revenu. Moi, je ne me considère pas comme bien rémunéré parce qu'on n'a pas les moyens de s'équiper. Les éleveurs en général sont mal rémunérés. Cette faible rémunération a conduit leur voisin à prendre lui aussi il y a quelques années une activité de formateur en complément de celle d'éleveur. Revenu à temps plein sur sa ferme, il mise aujourd'hui sur l'installation de panneaux solaires sur ses bâtiments. Le photovoltaïque va nous servir à payer notre bâtiment, parce qu'il faut savoir qu'un bâtiment c'est très cher et ça endette l'exploitation de manière très importante. On ne va pas piocher dans nos trésoreries pour le faire. Et ensuite, une fois que c'est payé, eh bien, ça nous crée des compléments de revenus assez importants. Une production d'électricité de plus en plus prisée par les agriculteurs face aux difficultés de leur métier.